Dans ce parallèle singulier, Napoléon se trouve avoir été en France tout à la fois le Cromwell et le Guillaume III de l'Angleterre. Mais comme tout rapprochement avec Cromwell a quelque chose d'odieux, je me hâte d'ajouter que si ces deux hommes célébraient coïncident dans une seule circonstance, il est difficile de différer davantage sur toutes les autres. Cromwell paraît sur la scène dans un âge mûr. Il n'arrive au premier rang qu'à force de duplicité, d'adresse et d'hypocrisie. Napoléon s'élance à peine au sortir de l'enfance et ses premiers pavillons d'une gloire nue. C'est en opposition est en haine de tous les partis, en imprimant une sueur éternelle à la Révolution anglaise, que Cromwell arrive au pouvoir suprême. C'est au contraire en effaçant les tâches de la Révolution française et par le concours de tous les partis qui s'efforçant tour à tour de l'avoir pour chef que Napoléon monte sur le trône. Toute la gloire militaire de Cromwell fut acquise sur les scènes anglais. Tous ces triomphes devront être autant de deuils nationaux. Ceux de Napoléon ne frapperont jamais que l'étranger et rempliront d'ivresse la nation française. Enfin, la mort de Cromwell fut la joie de toute l'Angleterre. Elle devint une délivrance publique. On ne saurait en dire précisément autant de Napoléon. En Angleterre, la Révolution fut le soulèvement de toute la nation contre les rois. Il avait violé les lois, usurpé le pouvoir absolu. Elle voulut rentrer dans ses droits. En France, la Révolution fut le soulèvement d'une partie de la nation contre une autre partie. Celui de Tirceta contre la noblesse, la réaction des Gaulois contre les Francs. Les rois furent moins attaqués comme souverains que comme chefs de la féodalité. On ne lui reprocha point d'avoir violé les lois, mais on prétendit s'affranchir et se reconstituer à neuf. En Angleterre, si Charles Ier avait cédé de bonne foi, s'il avait eu le caractère modéré, incertain de Louis XVI, il eût survécu. En France, au contraire, si Louis XVI avait résisté franchement, s'il y avait eu le courage, l'activité, l'odeur de Charles Ier, il eût triomphé. Durant tout le conflit, Charles Ier, isolé dans son île, n'eut autour de lui que des partisans, des amis, jamais aucune branche constitutionnelle. Louis XVI avait une armée régulière, le secours de l'étranger, deux partis constitutionnels de la nation, la noblesse et le clergé. Il se présentait en outre à Louis XVI une seconde partie des clèves que ne pas Charles Ier, celui de renoncer à être le chef de la féodalité pour le devenir de la nation. Malheureusement, il ne se prendra ni l'un ni l'autre. Charles Ier périt donc pour avoir résisté et Louis XVI pour n'avoir pas résisté. L'un était convaincu des droits de sa prérogative. Il est douteux. Assure-t-on que l'autre en fut bien persuadé non plus que de sa nécessité. En Angleterre, la mort de Charles Ier fut l'ouvrage de la mission
astucieuse et atroce d'un seul homme. En France, ce fut l'ouvrage de la multitude aveuglée, celui d'une assemblée populaire et désordonnée. En Angleterre, les représentants du peuple, par une teinte de pudeur, s'abstiendront d'être juges et partis dans le meurtre qui, commandant, ils nommeront un tribunal pour juger le roi. En France, ils ont osé être tout à la fois accusateurs, juges et bourreaux. C'est qu'en Angleterre, l'affaire a été conduite par une main invisible. Elle n'avait plus des réflexions des calmes. En France, elle fut par la multitude dont la fugue est sans borne. En Angleterre, la mort du roi donna naissance à la République. En France, au contraire, ce fut la naissance de la République qui causa la mort du roi. En Angleterre, l'explosion politique se fera par les efforts du fanaticisme religieux le plus ardent. En France, elle suffit aux acclamations d'une cynique impiété. Chacun sa langue, son siècle et ses murs. En Angleterre, c'était en excès de la sombre école de Calvin. En France, était en dessous des doctrines trop relâchées de l'école moderne. En Angleterre, la révolution se trouva mêlée avec une guerre civile. En France, elle fut avec des guerres étrangères. Et c'est à ces efforts, à cette contradiction des étrangers, que les Français attribuent, avec raison, la faute de leur excès. Les Anglais n'ont aucune excuse de ce genre. C'est l'armée en Angleterre qui fut coupable de toutes les fureurs, de toutes les extravagances. Elle fut le flot des citoyens. En France, au contraire, c'est à l'armée qu'on dut tout. Ces fureurs, ces triomphes au dehors qui feront oublier les heureux du dédain. C'est elle qui donna à la patrie l'indépendance, la gloire, les trophées. En Angleterre, la restauration fut ouvrage des Anglais même. Elle fut reçue avec la plus vive exaltation. La nation échappée à l'esclavage et crut retrouver la liberté en France. Ce ne fut pas précisément de même. Enfin, en Angleterre, un gendre renverse son beau-père du trône. Il a appuyé de toute l'Europe et l'ouvrage des murs impérissables et reviré. En France, au contraire, l'élu d'un peuple qui a déjà gouverné 15 ans avec le sentiment du dédain et du dehors ressaisit une couronne qui prétendent lui appartenir. L'Europe entière s'élève en masse et le met hors la loi. En 100 000 en marchant contre sa seule personne, il se calme, on le jette dans les fers et l'on prétend flétrir sa mémoire. 6. L'empereur m'a fait appeler. Sur les 9 heures, il était tracassé des dispositions du nouveau gouverneur. Surtout l'idée qu'on osa violer le dernier sanctuaire de son intérieur et préférer la mort à ce dernier outrage. Il était résolu à encourir les risques. Une catastrophe lui semblait inévitable. Il se posait qu'elle extraordinaire, que l'on ne cherchait que les prétextes. Il était décidé à ne pas les éviter. Je m'attends à tout, me disait-il. Dans un certain moment d'abandon, ils me tueront ici, c'est certain. Il a fait venir le docteur O'Meara pour connaître son opinion personnelle et m'a chargé de lui traduire qui ne se plaignait nullement de lui jusqu'à présent, bien au contraire, qu'il le regardait comme un honnête homme. Et la preuve en était qui son reporté à ses réponses. Il s'agissait
de s'entendre. Se considéra-t-il comme son médecin à lui personnellement ou comme le médecin d'une prison et imposé par son gouvernement? Était-il son confesseur ou son surveillant? Faisait-il des rapports sur lui ou en ferait-il au besoin? Dans l'un des deux cas, l'homme peut continuer de recevoir volontiers ses services et était reconnaissant de ceux qui avaient déjà reçu. Dans l'autre, il remerciait et les priait de les discontinuer.